Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus de clients grâce au web. Allez, c'est parti. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, c'est le graphisme. Le graphisme pour votre site web en particulier. Tout à fait. Un sujet qui est très souvent éludé et en fait qui peut donner des résultats, justement, s'il est éludé, qui ne sont pas vraiment satisfaisants. Ben c'est justement en fait, la problématique des personnes, des entreprises qui font leur site web eux-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile de créer un site web. Par contre, il ne s'agit pas juste de créer techniquement un site, il faut aussi qu'il ait une certaine harmonie, qui fasse passer des messages graphiquement parlant, visuellement parlant. Et ça, c'est un vrai travail graphique derrière. Et donc, du coup, on va vous en parler aujourd'hui. On va vous parler de ce qu'il faut faire et aussi des erreurs à éviter, forcément, pour avoir finalement un beau site web qui vous ressemble. Et oui, parce que souvent, on va visiter un site web et on se rend compte que « Ah, il est joli » ou « Ah, il est moche ». Et souvent, on peut se poser la question « Pourquoi ?» Mais oui, pourquoi ? Et nous, c'est vrai qu'on va avoir cette possibilité de savoir pourquoi. Et justement, aujourd'hui, on va vous donner donc ces points qui vont vous permettre, de savoir comment faire pour obtenir ce résultat. Alors déjà, j'ai envie de parler vraiment de la base de la base. C'est pour moi le logo. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises déjà qui ont des logos qui sont un peu vieillots, soit qui l'ont fait eux-mêmes. Et pour moi, en fait, le logo, c'est vraiment la base de l'identité de l'entreprise. Et c'est, selon moi, sur ça que va se construire la charte graphique, l'univers global du site. On en parlera un peu plus tard. Et pour moi, c'est un point qui est vraiment essentiel. C'est la première étape. C'est un point qui n'est pas négligé. Malheureusement, voilà. Il y a des entreprises qui utilisent des logos pour leur site un petit peu flous. Ou alors, c'est un vieux logo qu'ils ont fait il y a 20 ans. Ou alors, ils l'ont fait eux-mêmes. Et finalement, pour moi, c'est déjà vraiment la base. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. Et c'est vrai que quelquefois, même, il y a certains logos qui sont adaptés peut-être pour être des logos. C'est-à-dire ils peuvent passer en print, mais quelquefois, ils ne sont pas adaptés, par exemple, pour faire du web. Ou même des fois l'inverse. Et quelquefois, par exemple, si on utilise une police vraiment très fine avec un logo, ça ne va rien rendre du tout quand on va réduire le logo. Parce qu'évidemment, sur un site Internet, par exemple, le logo va être minimisé. Il ne va pas avoir une très très grande place, mais on en a besoin par exemple pour habiller un petit peu le site. On le met en haut à gauche ou au milieu, toujours en haut, de manière à ce qu'on puisse effectivement le trouver facilement. Mais si les polices ne sont pas adaptées, on ne va pas bien le voir. Il y a les polices, il y a aussi la forme finalement du logo. Ouais. C'est vrai que notamment dans un menu, par contre, j'y pense à ça, le logo va être plutôt étiré. On va plutôt choisir un logo étiré, rectangulaire, entre guillemets, plutôt que quelque chose d'assez compact, d'assez carré, pour éviter justement de perdre de la place dans le menu. Je pense à ça, je pense aux variantes aussi. Des variantes, ouais. Tout bête, mais si on passe sur un écran blanc, le logo sera peut-être plutôt foncé. Si on passe sur un écran sombre, il faut que le logo soit adapté. Et avoir le petite image de fond en blanc derrière, ça, je trouve pas ça très joli, quoi. C'est sûr. Donc, le logo peut... En plus, c'est quelque chose d'assez essentiel. Quand on crée une entreprise, on a très vite envie de créer son logo parce que c'est notre identité. On a envie de le mettre sous la signature de notre email. On a envie de le mettre éventuellement sur nos enveloppes quand on envoie des emails, quand on envoie des courriers. Et c'est une première étape et on peut avoir tendance un peu à le faire rapidement. Alors, d'autant plus que c'est pas tout le monde qui a cette envie. Je remarque assez souvent qu'il y a des entreprises qui négligent ça énormément. Pour qui c'est pas important le logo du tout. Qui vont se dire, moi je vends et c'est tout ce qui importe. Et tout ce qui est graphique, marketing, tout ça, peu importe. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on va les reconnaître, qu'on va, au fil des emails envoyés, au fil de la visibilité, faire ancrer ce logo dans l'esprit des partenaires. Et c'est comme ça qu'on va ensuite le retenir. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment le point essentiel. Je voulais qu'on parle de ça. Et de là, à mon sens, découle aussi ensuite la charte graphique. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, la charte graphique, c'est tout ce qui va être finalement autour de ce logo. Le logo est une base, évidemment. La charte graphique, ça va être vraiment l'harmonie autour de ce logo. Comment présenter une identité de marque graphiquement autour de ce logo. Et donc, la charte graphique va nous permettre de déterminer et de savoir surtout comment on va faire sur tous les supports sur lesquels on va communiquer
pour présenter l'entreprise, pour présenter le logo, quelle police on va utiliser, quelle couleur on va utiliser, quel modus operandi à chaque fois. En fait, ça va nous donner finalement le formatage de la communication de l'entreprise visuellement parlant. Et donc là, concrètement, pour les personnes, les dirigeants qui nous écoutent, créer un logo, créer une charte graphique, est-ce que ça se fait séparément? Est-ce que ça se fait en même temps? Qui est-ce qu'on sollicite pour avoir ce résultat-là? La plupart du temps, c'est un graphiste qu'on va aller voir et qui est spécialisé là-dedans. Il y a certains graphistes qui vont être plutôt orientés logo, certains qui vont être plutôt orientés illustration, d'autres qui vont être effectivement plutôt orientés charte graphique. Après, voilà, souvent, on touche un petit peu à tout, hein, mais voilà, il faut savoir qu'on peut trouver un petit peu de tout dans cet univers. Et alors, le logo, je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel. C'est-à-dire, on peut vraiment pas s'en passer, démarrer par ça. Et si on veut aller plus loin, effectivement, on peut lancer un projet de charte graphique qui permet d'être un petit peu plus... C'est vraiment l'étape d'après. Alors, j'insiste vraiment, je pense que tu seras d'accord avec moi, sur le fait de vraiment prendre le temps. Qu'est-ce qu'on veut refléter comme image dans le logo? Qu'est-ce qui nous caractérise? Il faut vraiment qu'on le sente dans ce logo. Un logo, ça ne se change pas tous les 6 mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, il faut qu'on puisse se projeter dans 20 ans, dans 30 ans avec ce logo-là. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai travail à faire avec une graphiste, justement, qui est là pour donner des idées, qui est là pour comprendre ce que vous désirez et le retransmettre d'une manière visuelle. Et ensuite, la charte graphique n'est pas à négliger, parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont un logo, finalement, il est plus ou moins bien. La charte graphique, c'est encore pour moi une étape en plus, dans le sens où il y a un peu moins d'entreprises qui se permettent, alors que c'est pas non plus inabordable. Enfin, je veux dire, une charte graphique, 500 ou 1000 euros, on peut avoir une belle charte graphique. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a un peu moins d'entreprises qui ont des chartes graphiques là, et pourtant, ça reste quand même important, ne serait-ce que pour créer ces supports carte de visite, site web. Ouais, ça crée une harmonie. Et ce qui est important, moi je trouve aussi que la charte graphique, quand on en a une, ça se sent tout de suite. Quand on a en fait dans la main un flyer d'une entreprise et qu'on va voir le site internet et qu'on retrouve exactement le même univers du flyer et du site internet, ça donne une image de professionnalisme. Ça fait pro, c'est exactement ce que j'allais dire. Et je trouve que ça fait vraiment la différence finalement entre une entreprise qui est bien marketée et une qui, quelque part, délaisse ça un petit peu et fait un peu moins pro. Voilà, je pense que vous êtes les premiers à recevoir des courriers dans votre boîte aux lettres, des flyers. Et peut-être que vous ne le remarquez pas forcément. Moi, personnellement, je le remarque parce que je suis dans le milieu, toi aussi, j'imagine. Ouais. Ça se voit très vite quand c'est fait par la personne, par le dirigeant et pas par un graphiste. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça renvoie comme image? Ça renvoie l'image de on n'a pas assez d'argent pour se permettre de travailler avec des professionnels, on n'a pas assez d'argent ou d'envie pour se permettre de soigner notre propre image. Pourtant, quand on va chez le client pour un rendez-vous, on s'habille bien, je suppose. Voilà, quand on écrit un email, on présente bien l'email. Il n'y a pas de raison que quand on fait de la com soit faite à la va-vite. Et ça renvoie l'image d'une société qui soit se néglige, soit n'a pas forcément les moyens. Donc, qu'est-ce que ça signifie derrière? Est-ce que cette personne-là a assez de clients? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Est-ce que j'ai envie de travailler avec une entreprise qui n'a peut-être pas les moyens de se payer une charte graphique? Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu, peut-être léger, mais ça joue. Moi, en tout cas, quand je vois un flyer, quand je vois une carte de visite qui est un peu mal faite, je me dis, j'ai pas trop confiance. Mais là, avec la charte, en fait, on est même à une étape supérieure. C'est-à-dire, on n'est même plus dans est-ce que c'est bien ou mal présenté. Ça, évidemment, c'est un prérequis. Mais c'est même est-ce que c'est cohérent avec le reste de l'univers. Oui, mais ça, c'est l'étape en plus, effectivement. C'est qu'une fois qu'on commence à travailler ça, on arrive à créer on commence à créer un univers de marque. On en reparlera un peu plus tard, notamment à la dernière étape. Mais on commence à créer quelque chose qui immerge les personnes, nos prospects, nos partenaires, dans notre univers finalement. Ouais, et c'est très important parce que logo comme charte graphique ont pour vocation de transmettre des valeurs. C'est un peu, finalement, ce n'est pas du texte. Alors, il y a un peu de texte dans un logo, bien sûr, on peut mettre une tagline, quelque chose comme ça, mais que ce soit le texte du logo, que ce soit le logo, les typos qu'on va choisir, est-ce qu'elles sont rondes, est-ce qu'elles sont plutôt avec sérif, sans sérif, tout ça, ça va permettre de véhiculer dans du non-dit les valeurs qu'on souhaite transmettre.
Je pense. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Et c'est ce travail-là, en fait, qui permet justement, après, de pouvoir préparer tout le reste de cette identité graphique pour un site Internet. Donc, on a vu 2 points, logo, charte graphique. On va parler de ce 3e point, donc, qui est l'extension de tout ça lorsqu'on essaie de créer un site Internet. Ça va être la création, en fait, de l'interface. Oui. Alors, peut-être un petit détail avant de passer dans ce point-là. Les deux sont... On va dire la transition est bonne, mais dans une charte graphique, en fait, concrètement, c'est quoi une charte graphique? Comment c'est présenté? Comment c'est présenté, oui. Peut-être avant de... oui, on va parler du format. La plupart du temps, c'est présenté en fait sous la forme d'un document qui va prendre... Alors, ça peut être quelques pages, ça peut être beaucoup plus long. Moi, j'ai vu des chartes graphiques quelquefois qui font 80 pages. Sûr, par exemple, je me souviens être tombé sur celle d'EasyJet qui faisait 40 ou 50 pages, quelque chose comme ça. Et effectivement, en fait, on va présenter sur chacune de ces pages comment on présente le logo, quel typo il faut utiliser. Donc, on a les références de couleurs, on a les références de logo, on a les références aussi donc, de typo à utiliser, comment on place les choses, les éléments, les marges qu'on place, à combien elles doivent être. Voilà, en gros, c'est un document référence qui va permettre d'harmoniser toute la communication et la plupart du temps d'ailleurs qui est communiqué à tous les partenaires qui vont travailler avec l'entreprise. Voilà, pour tout simplement que le travail qui soit fait derrière soit cohérent avec l'univers de la marque. C'est ça. Donc ça peut être la simple carte de visite à faire par son imprimeur ou la création de site web ou davantage. Donc voilà, je voulais quand même qu'on en... C'est vrai qu'on nous on a l'habitude d'en parler, mais peut-être que les personnes nous écoutent n'ont pas forcément en tête ce à quoi ça... qu'est-ce que ça veut dire finalement. Donc là, je pense qu'on peut maintenant passer sur la 3e étape. Du coup, je te laisse enchaîner. Tout à fait, et qui fait une très bonne transition parce que effectivement, lorsque on est designer d'interface pour un site internet, on n'est pas forcément graphiste et créateur de chartes graphiques. Alors, il y a certaines personnes qui font les deux, mais ça peut être aussi 2 métiers, et ce sont, à mon sens, 2 métiers qui sont différents. Et donc, créer une interface graphique pour un site internet est encore une chose différente que d'avoir une charte graphique. Il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que on va utiliser le travail qui a été fait sur la charte graphique pour ensuite la traduire en interface pour son site internet, qui va être justement cohérente par rapport à tout ce travail-là et qui va être optimisée pour la lisibilité. Et c'est là en fait donc, toute l'importance du travail sur l'interface. On n'est plus dans des notions d'identité, on va être dans des notions d'accessibilité et de visibilité pour l'utilisateur. Et c'est un peu en ça que consiste donc cette création d'interface graphique. Donc là, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'expression UI, donc qui est User Interface. Exactement, je voulais pas le dire parce qu'en anglais, il laisse à désirer. Et du coup, voilà, c'est donc on parlera peut-être de l'UX un peu plus tard, mais donc voilà, là c'était plutôt l'UI. Et donc voilà, les palettes de couleurs, comment on organise l'information aussi. Oui, c'est ça. En fait, cette interface utilisateur, on va la créer. Alors, il y a différentes étapes dans cette création-là. En gros, la première, à mon sens, je pense, qui permet de bien solidifier le travail, enfin, bien le préparer, c'est en fait, de préparer des palettes graphiques. Ces palettes, elles vont s'inspirer évidemment de la charte graphique, mais pas que. Parce que quand on crée une interface utilisateur, alors après moi c'est un peu ma méthode, il n'est pas certain que tout le monde travaille comme ça, mais je pense, en tout cas à mon sens, il faut avoir à la base une très belle palette de gris. Et la base de chaque interface, à mon sens, et ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de gens qui vont dire qu'il faut travailler la couleur, etc. Pour moi, une bonne interface, elle se crée à partir d'une belle palette de gris. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un site tout gris? Comment ça se... Il n'est pas tout gris, bien sûr. Parce qu'évidemment, quand je dis palette nuance de gris, ça va du blanc au noir. Et en fait, on va essayer de trouver, par exemple, ça peut être une palette de 9 couleurs, qui vont nous permettre d'avoir en fait à présenter du texte, par exemple noir sur fond gris ou sur fond blanc, ou du texte blanc sur fond noir, ou blanc sur fond gris mais gris foncé. Et en fait, ça va nous permettre d'alterner un petit peu le style graphique. Je ne m'étendrai pas non plus sur un autre point, mais on peut le mentionner, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des interfaces qui permettent d'avoir le dark mode.
Je ne sais pas si tu connais le dark mode. Tu as déjà vu ça? Alors, moi, je connais dark mode dans le sens où quand on est 2h du matin, on n'a pas envie de s'éclater les yeux sur l'écran. C'est ça. C'est des couleurs qui sont un peu plus sombres pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité. Exactement. Et je te dirais que moi, par exemple, le dark mode, je l'utilise 24/24. D'accord. J'attends même pas le soir, en fait. Et c'est le cas de beaucoup de programmeurs aussi. Ils aiment beaucoup le dark mode. Et donc voilà, aujourd'hui, on peut aussi travailler des interfaces. Par exemple, créer 2 interfaces. Une interface en mode light classique et une interface avec ce mode dark. Alors après, en matière de programmation et même, je pense, avec certains sites internet, certains types d'interfaces, on peut switcher de l'un à l'autre en fonction du choix de l'utilisateur. Mais du coup, il faut le créer en amont. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir son interface en amont de comment je présente mon light mode, comment je présente mon dark mode. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais c'est intéressant de savoir que c'est possible, effectivement. Surtout que c'est vraiment une thématique actuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était, je dirais, ça existait, mais c'était pas très répandu, en tout cas sur Internet. Aujourd'hui, ça devient, c'est inclus dans les navigateurs, c'est inclus dans les OS. Et du coup, il y a de plus en plus de monde qui utilise ça. Ouais, même sur YouTube, je crois qu'on peut faire ce genre de choses sur certaines... Très bien, tout à fait. C'est intéressant de ce côté-là. Donc là, pour revenir un petit peu aux palettes de couleurs nuancées de gris, l'idée, en fait, en gros, si je comprends bien, c'est pour travailler plutôt la lisibilité, pour qu'ensuite on remplace ces niveaux de gris par les couleurs de la charte, finalement. Voilà, et en fait, les couleurs de la charte vont servir surtout, à mon sens, à placer des éléments importants. Parce que justement, comme on a notre interface qui va être harmonieuse et, je dirais, pas assez neutre, finalement, on va pouvoir placer nos éléments importants avec la couleur. Alors, est-ce que tu gardes du gris ou est-ce que du coup la couleur gris s'adapte à cette charte graphique quand même? Alors, on peut garder du gris. Si par exemple on veut placer un bouton qui n'est pas très important, un bouton de modification ou quelque chose comme ça, donc là on est plutôt dans de l'applicatif, mais ça pourrait être aussi le cas sur un site internet pour une action secondaire, par exemple. Mais on réserverait plutôt l'action primaire, donc celle vers laquelle on veut envoyer l'action de l'utilisateur vers justement des boutons de couleur ou des textes qui sont de la couleur principale. Donc voilà, palette graphique, le gris très important. Donc comme je dis gris, vous avez compris que c'est blanc, noir et tout ce qu'il y a entre les deux. Et ensuite, donc ces couleurs, cette ou ces couleurs primaires, on va pouvoir les décliner aussi, pareil, en plusieurs nuances qu'on va pouvoir utiliser de même pour présenter du texte sur du fond. Voilà, pour éviter d'avoir des sites bleus avec bleu et vert et violet et que ça devienne un peu le chaos, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Combien de couleurs primaires max dans un site internet comme ça? De couleurs primaires? Ouais. Alors, quand on dit primaire, c'est pas les couleurs primaires que vous connaissez, mais c'est combien on va utiliser de couleurs, grosso modo, dans un site? Alors, je sais pas, globalement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien avoir une couleur dominante qui reprend la couleur, on va dire, du logo, la couleur... on va dire, j'aime bien travailler avec le blanc, avec le noir, et ajouter des petites touches. Par exemple, si le logo a des touches de bleu, j'aime bien ajouter le bleu sur des sur des petits boutons, sur des liens, sur des petits aspects, pour rappeler, pour rester dans l'univers du logo. Alors après, toi, je sais pas comment tu fonctionnes, moi je suis plutôt dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Moi, je dirais, en fait, si on devait un peu résumer la chose, palette de gris et palette de voire 2 couleurs maximum. Parce que au-delà, ça commence à être un peu l'arlequin. C'est comme pour les vêtements. Alors après, clairement, si on a affaire à une marque qui est extrêmement créative, extrêmement expressive, très, extravertie, pourquoi pas? C'est pas la norme, mais effectivement, si ça appartient à la charte graphique et à l'identité de marque, les 2 points dont on a parlé avant, ça peut être tout à fait logique. Mais on dirait que dans 99% du temps, c'est pas forcément ça pour les entreprises, quoi. Voilà, surtout que en plus, on parle vraiment d'interface. C'est-à-dire que autant le style général du site internet pourrait inclure, par exemple, des illustrations ou des choses comme ça qui ont beaucoup de photos, qui ont beaucoup de couleurs. Mais l'interface en elle-même, c'est-à-dire les boutons d'action, le texte, etc. Ça, à mon sens, il faut quand même que ça respecte un certain formatage plutôt sobre en général, de manière justement à ce qu'on ait de la visibilité, de la lisibilité de ce qu'on présente. Donc là, tu parles de visibilité, lisibilité.
ça nous fait, je pense, une petite transition vers le deuxième aspect qui est l'UX. Ah oui, oui. Là, une fois qu'on a travaillé cette partie-là, donc interface visuelle, il va y avoir aussi un travail à faire sur l'expérience utilisateur, donc le fameux UX. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Tu me diras ton expérience. Moi, je fais en sorte que mes sites soient les plus simples et purés possibles pour qu'à chaque fois, l'expérience utilisateur soit la plus facile, la plus intuitive possible. Donc là, on rentre dans l'ergonomie, en fait. C'est-à-dire, le but, c'est de faire le moins de clics possible pour arriver jusqu'à la destination voulue. Oui, c'est ça. En fait, si on voulait... Souvent, les gens confondent interface. Donc, UI et UX, souvent, on confond. Ouais. Comment on fait pour différencier les deux? Pour moi, c'est assez simple. L'UI, c'est qu'est-ce qu'on place. Ça reste visuel, en fait. L'UX, c'est où on le place. Ouais. C'est ça, en fait, la différence. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'UX, ça va nous permettre... L'UX nous permet de guider les actions, de créer un parcours. En fait, c'est un petit peu comme un jeu de piste, finalement. C'est où on va placer les éléments de manière à ce qu'on puisse obtenir les actions que l'on souhaite de la part de nos visiteurs. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais ça, pour moi, ça rentre complètement dans l'univers graphique. C'est ce qu'on appelle les appels à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire ensuite, enfin, quel est l'objectif en fait du site web. Est-ce que c'est acheter un produit? Est-ce que c'est vous contacter? Est-ce que c'est remplir un formulaire? Et l'interface du site doit mener à une action donnée, à une de ces actions-là. Et ça, on l'obtient que si on a travaillé justement l'UI de base, l'interface, et l'UX. Voilà. L'UX, finalement, ne va pas tant jouer que ça dans la perception graphique qu'on va avoir d'un site internet. Ça joue un petit peu quand même, parce que mine de rien, quand on place quelque chose là plutôt que là, ça joue sur l'harmonie. Bien sûr. Mais voilà, ça permet quand même de renforcer considérablement l'expérience globale, et puis évidemment, côté entreprise, l'efficacité de la chose. Voilà, donc ouais, comme je disais, en fait, c'est le moins de clics possible pour arriver à un résultat. Par exemple, moi, je déteste les sites où il y a 30 000 liens différents sur le menu, où il y a énormément d'informations sur une seule page. Le but, c'est vraiment d'alléger au maximum et ensuite de guider la personne vers l'endroit où il a forcément envie d'aller. Oui, tout à fait. Et il y a quelque chose auquel je pensais aussi en termes à la fois de création d'interface graphique et du X. On en parle souvent, hein, c'est la puissance du vide. Oui. Ça paraît contre-intuitif, mais... Oui, mais c'est comme pour tout. Dans les plus belles musiques, sont faites grâce au silence. Ouais. Et dans les plus belles interfaces, il y a forcément du vide, de l'espace pour que les autres éléments puissent être mis en valeur. En termes du X, c'est fantastique d'avoir un site épuré parce qu'en fait, on peut placer les éléments à des endroits clés et on les voit. Exactement, c'est le but. Oui, c'est éventuellement peut-être isoler un bouton au lieu de mettre 36 000 choses à côté pour que la personne son regard aille plutôt vers ce bouton-là. C'est moi, de mon côté, ça va être d'alléger au maximum le texte. Je sais que il y a plusieurs sites qui, encouragés par, on va dire, les pratiques de SEO, donc de référencement naturel, mettent un maximum de texte pour être bien référencé. C'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien avoir des pages épurées et ensuite rediriger la personne si elle veut en savoir plus sur une page avec un peu plus d'informations. Mais pour moi, l'UX, c'est aussi ça, c'est de synthétiser au max l'information pour que les gens comprennent l'idée globale et puissent aller eux-mêmes ensuite chercher l'info s'ils en ont besoin. Tout à fait. Donc voilà encore un aspect donc très très important à intégrer, qui peut aussi se faire. Alors encore une fois, donc là on a quatre thématiques un petit peu différentes: logo, charte graphique, interface, UX. Ça c'est on va dire les quatre pour moi primordiales pour avoir un site efficace, un beau site moderne, bien designé. Voilà, et il faut savoir que ces 4 étapes, elles peuvent se faire avec des prestataires différents à chaque fois. On peut faire le logo quelque part, la charte graphique ailleurs, on peut aller voir un studio spécialisé sur l'interface graphique et un autre qui est un spécialiste UX pur. Dans les très grandes entreprises de tech, c'est le cas, hein. Ce sont des choses qui sont cloisonnées. Enfin, cloisonnées non, parce qu'il y a des échanges évidemment entre les parties prenantes, mais qui peuvent être réalisées par des équipes différentes. Il y a des experts pour chacune de ces étapes, c'est vrai. Alors après, dans les faits, généralement, on va dire que le logo, la charte graphique est faite par la même personne, globalement. Ensuite, tout ce qui est lié à l'UI et l'UX, ça va être le développeur ou l'agence.
Peut-être éventuellement, ça peut être aussi la graphiste. Si on a une graphiste qui fait aussi de la création de maquettes. Ouais. En fait, il faut savoir que cette réflexion UI, UX, elle existe à partir du moment où on veut bien faire les choses. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. Je sais qu'il y a pas mal d'agences qui, entre guillemets, vont passer un peu rapidement sur cette partie-là, notamment parce qu'elles vont travailler avec des thèmes déjà qui sont faits. Si par exemple l'agence en question travaille sur WordPress, finalement cette réflexion UI UX, elle n'existe pas vraiment. Alors moi, pour travailler justement avec WordPress, c'est de temps en temps utiliser des thèmes. Alors, les thèmes sont déjà créés, designés pour avoir un bon UI, bon UX. Après, ça dépend celle qu'on choisit. Le tout, c'est de pouvoir au maximum l'adapter à l'univers de l'entreprise, à sa charte graphique, et à bien veiller, lorsqu'on supprime certains éléments, parce qu'on ne garde pas forcément tout dans un thème, à ne pas, on va dire, enlever cette harmonie justement qui avait été créée par le créateur à la base. Et donc là, doucement, on va glisser vers le 5e point, qui est un bonus, mais qui est vraiment incroyable quand une entreprise arrive à le mettre sur son site. Et finalement, ce 5e point, c'est réussir une immersion. Une immersion tu veux dire dans une aventure graphique finalement. Ouais, c'est ça. C'est faire rentrer la personne sur notre site et lui faire vivre une expérience, lui faire ressentir en fait visuellement en fait. Qui on est, ce qu'on propose, c'est de l'expérience pure. Je sais. Alors, toi, tu as bossé sur des sites. J'en pense à un en particulier qui commence vraiment à intégrer ce genre d'univers. Je pense à Excity. On peut en parler un petit peu éventuellement. C'est un beau cas d'école, effectivement. Voilà, où on rentre sur un site et on est tout de suite happé parce que des très beaux visuels, ceux qu'on n'a pas trop parlé, mais les visuels sont hyper importants. Les photos qu'on utilise, est-ce qu'on utilise plutôt des photos, est-ce qu'on utilise plutôt des images? Mais on va dire qu'il y a quelque chose d'hyper logique, d'hyper fluide qui se met en place, des éléments qui s'entremêlent, qui éventuellement qui s'harmonisent pour faire vivre une expérience. Effectivement, et finalement, ça met bien en lumière tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que le site d'Exity Motocycle, on l'a fait. Moi, je l'ai créé en partenariat en fait avec une graphiste qui travaillait déjà pour l'entreprise avant que j'arrive et qui avait travaillé en amont le logo et la charte graphique. Ouais. Et en particulier la charte graphique. C'est-à-dire quand je suis arrivé sur le projet, la charte graphique était déjà en place et elle avait été super bien travaillée. Ce qui fait que moi, mon travail consistait à recréer un nouveau site internet et en particulier de travailler sur l'UX, le parcours client, et créer du coup une interface qui soit à la fois raccord avec cette charte graphique qui a été faite au préalable, et aussi de l'autre côté, pouvoir créer quelque chose d'efficace par rapport au but, à la thématique en fait, qui était poursuivie, qui était de bien présenter l'offre et de faire en sorte qu'on puisse venir, je dirais, réserver par exemple en fait, avoir un rendez-vous assez facilement pour découvrir les scooters d'Exity. Et donc, ce qui était vraiment super, c'est que le travail avait été fait en amont, il avait été super bien fait, et ce qui fait qu'après, c'est encore plus facile, évidemment, de créer une belle interface. On parlait des photos, les photos aussi, il y avait eu au préalable, par l'entreprise, par Exity, un très gros travail, justement, pour avoir des photos d'une qualité fantastique. C'est essentiel pour moi, et pour moi, les photos, les illustrations peuvent soit immerger la personne dans le site, soit complètement le sortir de l'ambiance. Ouais. Je sais pas, c'est comme si dans un film, on a une scène qui est un peu bizarre et qui nous sort du film. Là, c'est un peu pareil. On arrive sur un site, si on voit que les photos viennent d'une banque de données que tout le monde utilise, si on voit que les images sont floues, qu'on comprend pas très bien ce qui se passe, ça nous sort un peu de l'ambiance, ça nous donne pas forcément envie d'explorer, parce que finalement, un site, quand il est très bien fait, quand il est visuellement hyper bien travaillé, c'est une espèce c'est une découverte, c'est une petite aventure en soi, on a envie d'en savoir plus, on a envie de voir un peu ce qui se cache derrière cette première animation, derrière ces pages-là qui sont agréables et dynamiques. Et les images ont un sacré rôle à jouer. Je pense aussi notamment en site e-commerce, les photos de produits. Fondamental en e-commerce. Ça fait vraiment, surtout en e-commerce, une très grande différence, parce que si les photos
sont faites à la va-vite, voilà, sur la table du salon, avec la nappe en dessous, avec une image, une couleur, une luminosité un peu mauvaise, ça donne pas du tout envie d'acheter, en fait. Surtout que ce qu'il faut se figurer, c'est qu'en e-commerce, le client n'a aucun moyen de voir l'article en dehors de la photo qu'on lui donne. Et alors, ou alors, s'il se trouve un autre moyen, il va sur un autre site. Ouais, c'est un peu problématique, sauf si vous êtes les seuls de votre côté à proposer les produits qui sont exposés. Mais même là, il va aller chercher un concurrent. Et en fait, c'est là, vu qu'on n'a aucun autre moyen de pouvoir toucher, voir le produit, si on n'a pas une belle photo qui met bien en valeur le produit sous tous ses, enfin pas forcément sous tous ses angles, mais au moins sous ses angles les plus importants, ça marche pas. Mais même sous tous ces angles, ça peut être typiquement, voilà, on parle du point 5 de l'immersion, on peut tout à fait imaginer un design et une animation qui fait qu'on va voir justement sous tous les angles le produit, qu'on va le voir éventuellement à l'œuvre. Enfin, simulation 3D aussi, par exemple. C'est des choses qui se font, que tu expérimentes un petit peu, je crois, d'ailleurs, de ton côté. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un peu la thématique du moment. Voilà. En ce moment. Donc effectivement, l'immersion se fait par les photos, par les images. Et alors là aussi, possibilité. Donc là, on parlait de photos e-commerce. Il y a aussi des photos d'illustration, des fois pour un site internet, essayer d'illustrer un petit peu justement charte graphique, l'interface par ce moyen-là. On peut aussi, je trouve qu'il y a souvent une opposition entre photo et illustration. Ça crée deux styles un petit peu différents. Est-ce qu'on choisit plutôt de la photo qui il y a de l'humain, c'est peut-être un peu plus réaliste, on va dire. L'illustration, donc quand on parle d'illustration, ça va être du dessin, dessin graphique. En fait, là, on va avoir peut-être un peu plus de personnalité dans le style lorsqu'on choisit ça. Oui, j'ai l'impression que pour créer un univers, c'est un peu plus facile avec des illustrations parce qu'on peut vraiment créer cet univers, le créer de toutes pièces. Moi, j'utilise beaucoup les photos, notamment quand je fais des sites pour présenter une entreprise avec des équipes, avec des gens, en fait, pour humaniser. Pour moi, en fait, un site web, c'est juste une manière d'attirer des gens qu'on ne connaît pas encore sur son site et les amener à vous rencontrer en réel. L'idée, c'est ça. Et dans mon optique, quand je crée des sites, c'est on vous montre déjà un peu ce que c'est le réel. On vous montre les gens, on vous montre l'environnement. Et déjà, les visiteurs se disent « Ok, je les connais déjà un petit peu ». Ils commencent déjà un petit peu à rentrer dans cet univers, justement. L'illustration, pour moi, ça va encore plus loin. Et on peut vraiment créer un véritable univers. Alors, c'est ce que j'avais essayé de faire avec mon site web, où voilà, moi, personnellement, j'ai créé un branding, une image autour de l'univers. On va dire, voilà, je suis... L'espace, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est l'espace. Mon logo, c'est une fusée. Je me suis fait en illustration un petit personnage qui me ressemble un petit peu. Et en gros, voilà, mon idée, c'est votre guide dans l'univers du web marketing. Donc, j'ai créé cet univers-là et j'ai pu le faire seulement parce que j'ai quelque chose d'un peu visuel, d'un peu sympathique, un peu, entre guillemets, dessin animé. Si je m'étais déguisé en astronaute, ça ferait peut-être un peu plus bizarre. Voilà. Mais il n'y avait pas une illustration, justement, tu étais en costume de cosmonaute, il n'y avait pas quelque chose comme ça ? Exactement, mais c'est une image, c'est pas la réalité. Ah oui, tu veux dire en réalité, ouais, c'est ça. Je pense que si on fait une photo de moi en cosmonaute, ce serait pas de façon Matt Damon dans c'est ça. Le Martien. Je serais vraiment seul sur Mars, du coup. Mais non, du coup, je pense que voilà, on peut faire véhiculer des trucs un peu plus sympas comme ça sur de l'image, enfin sur du on va dire de l'illustration, quoi. Ouais, non, c'est sûr. En plus, de mémoire, je crois que ces illustrations graphiques, en plus, tu les avais fait avec des moyens, un peu les moyens du bord, hein, et pourtant le rendu était super pro. Carrément. C'est vrai que dans l'idéal, il faut le faire par un graphiste qui nous crée ce propre univers. Moi, j'ai utilisé un outil qui était à la base rattaché à Snapchat. Ouais. À la base, en fait, j'ai juste créé ce petit personnage un soir, comme ça, je m'ennuyais, j'ai créé ce personnage sur Snapchat. Et je me dis, putain, mais il est vraiment bien fait. On dirait vraiment moi, quoi. Et quelques années plus tard, je crée l'entreprise et voilà, je réfléchis à ça et je me dis, ah ouais, j'illustrerais bien mon univers avec ce personnage-là. Ouais. Et en cherchant un petit peu, je suis tombé, comme par hasard, sur les illustrations. En fait, on crée un petit personnage et en fait, on a une banque de données énorme avec différents costumes, différentes situations.
Et je suis tombé sur ce petit personnage qui était un astronaute dans différentes postures. Et je me suis dit, c'est parfait, je vais utiliser ça. Ça a coûté 0. Ça a coûté juste un petit peu de temps pour le configurer. Alors, après, on vous mettra le lien déjà de quelques sites qu'on estime bien réalisés. On vous mettra aussi le lien éventuellement de quelques outils, notamment de celui-ci. Je l'ai plus en tête, je me souviens plus du nom, mais on mettra un lien quelque part pour que vous puissiez accéder, éventuellement le faire vous-même. Dans l'idéal, c'est sûr que c'est mieux de le faire par une graphiste. Je pense qu'à terme, je pense que je le ferai, mais c'est vrai qu'on peut le faire pour 3 fois rien, et même avec un graphiste, ça coûtera pas des milliers des cents. On peut l'utiliser après pour énormément de choses dans sa communication, quoi. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que on a pas mal d'outils, à la fois sur la thématique logo, sur la thématique police de caractère. Moi, j'ai connu une époque où trouver des polices de caractère, c'était un petit peu compliqué. Au début du web, on n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a Google Fonts qui permet quand même d'avoir pas mal de choses. Il y a d'autres sites aussi, fonts.com par exemple, qui permettent d'avoir des polices un peu plus pro, sur lesquelles il faut payer des licences, bien sûr. Mais en tout cas, on a la possibilité aujourd'hui de se sourcer beaucoup plus facilement. Il y a des sites sur lesquels on peut créer des logos de manière automatisée. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon logo. Voilà, bon, c'est pas mon cas, mais parce que j'aime bien utiliser un petit peu Illustrator, tout ça. Alors après, même ces outils-là permettent de personnaliser un petit peu quand même. C'est-à-dire que j'ai pas juste généré un logo comme ça aléatoirement. On peut faire des petits ajustements. Par contre, alors je sais pas ce que tu en penses. Moi, ce que je conseille quand même aux entreprises, c'est surtout quand vous n'avez pas la fibre communication et c'est quand même un métier et la partie graphique. C'est bien de le déléguer parce que c'est quelque chose, c'est tellement essentiel, une belle identité de marque, un logo, une charte graphique, que pour moi, on ne va pas économiser quelques centaines d'euros sur ça, quoi. Ah non, c'est dommage, c'est dommage. Parce que je pense que le rapport avantage par rapport au prix est quand même très, très, très en faveur de le faire. De le faire par quelqu'un de pro. Après, quand on démarre, quand on n'a pas on n'a pas grand-chose comme budget ou quoi que ce soit, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit peu justement ce dont on parlait, ces générateurs automatiques. On va à l'essentiel, on va au pas cher. Mais dès qu'on veut franchir une étape, dès qu'on veut se structurer un petit peu, structurer son offre, structurer son marketing, là, ça devient indispensable. Et c'est aussi l'optique aussi de notre podcast, c'est de vous aider justement à passer ce cap. C'est pour ça qu'on vous recommandera toujours de passer par un professionnel pour faire ça. Même si chaque étape qu'on a décrite aujourd'hui, on peut dans l'absolu le faire soi-même. Comme je dis toujours, moi si je veux, je peux acheter une clim et l'installer moi-même. Sauf qu'au bout d'un moment, si je veux qu'elle fonctionne, c'est peut-être mieux que je passe par un professionnel. Et là, on peut utiliser l'image, mais c'est un peu pareil, dans le sens où on peut créer un logo tout seul, on peut créer un site web tout seul, on peut créer une charte graphique, etc. Mais après, ça reste quand même un métier. Et si on veut avoir un aspect vraiment professionnel, que ce soit efficace, moi, je peux que recommander d'investir. C'est un investissement, c'est pas une dépense. C'est vraiment, on investit sur l'avenir. On est là pour 10, 15, 20, 30 ans. Ce truc-là va évoluer. Un logo évolue, une charte graphique évolue. Mais c'est une base quand même fondamentale, quoi. C'est essentiel. Et je pense que ça peut être un peu notre conclusion. C'est-à-dire que si le travail est fait au préalable sur l'identité, ça facilite énormément la création d'un site internet. Clairement. Moi-même, en tant que pro, quand j'ai un projet sur lequel j'arrive et il y a déjà une belle charte graphique, c'est un bonheur de créer une interface après. C'est un soulagement. Beaucoup plus facile. Et le rendu, évidemment, est sans commune mesure. Donc, on encourage vivement. Donc on espère que ça vous a aidé, que ça vous a intéressé. Je peux te laisser peut-être éventuellement le mot de la fin, la conclusion. Le mot de la fin, ça va être travailler vos palettes graphiques et essayer de trouver. Je pense c'est bien d'avoir dans son réseau des graphistes, un ou plusieurs graphistes qui comprennent la thématique de l'entreprise, sur lesquels on peut se reposer à long terme, parce que effectivement, on peut créer un logo à un moment donné, mais les besoins, ils peuvent évoluer avec le temps. On peut avoir besoin de créer différents types de matériaux. Et évidemment, un graphiste peut suivre comme ça, au long cours, une entreprise
pour justement adapter de plus en plus les supports de communication, sites internet, réseaux sociaux. On a toujours besoin de matériel graphique, et si c'est fait par un pro, c'est encore mieux. Donc voilà un peu le mot de la fin. Donc la morale de l'histoire, avant de créer votre site web, trouvez un bon graphiste. Clairement. Sur ces mots, on va vous laisser. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast. À très vite.